السلام عليكم الزول في اللون كي راكم دايرين. الحمد لله بصح اسمحوا لي كي نشوف واش راهم يقولوا في لي ريزو سوسيو على الحكومه الجديده، على بالكم je m'interroge. Qu'est-ce qui se passe? Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est: est-ce que la nouvelle ministre de la Culture, professeur Malika Bendouda, doit démissionner ou pas? À la belle, quand je lis ce qui se dit sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, je me dis, est-ce que l'Algérie va bien? Ou plutôt, est-ce que ceux qui s'agitent sur les réseaux sociaux vont bien? Est-ce que dans la tête, est-ce que ça fonctionne bien? Je vous ai toujours dit que je n'interviens pas dans les sujets intérieurs, mais quand il s'agit de l'image de l'Algérie, à l'extérieur, je suis obligé d'intervenir. Donc, professeur Malika Bendouda, qui a été nommé à nouveau ministre de la Culture, est sous le feu des critiques. Cette ministre a déjà été ministre. À l'époque, j'étais en prison. C'était après l'élection de Sir Abdelmajid Tebboune en décembre 2019. Donc, pendant un an, elle a été ministre de la Culture. Ensuite, pour des raisons que j'ignore, elle a été remplacée par un autre ministre. Et maintenant, à nouveau, au bout de quelques années, elle a été nommée ministre de la Culture, donc en succédant donc à M. Zohir Bellaou. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cette histoire? Qu'est-ce qu'on va faire? Comme quand je pense à notre pays, je suis inquiet. Voilà, ça c'est professeur Malika Bendouda, actuel ministre de la Culture. Alors, quand on lit la presse, là j'ai pris un article au hasard, à peine nommé, Malika Bendouda est déjà au cœur d'une polémique sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je me suis dit, il y a une bombe qui a explosé en Algérie. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous lire. Malika Bendouda a officiellement pris ses fonctions de ministre de la Culture et des Arts le lundi 15 septembre 2025. Donc, ça fait quelques jours, succédant à Zohir Bellaou. Lors de la cérémonie de passation de consigne, elle a réaffirmé son engagement à promouvoir la culture algérienne et à renforcer son rayonnement national et international. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on lui reproche à notre ministre de la Culture? Vous savez, moi, j'ai beaucoup de mal hogra, surtout quand il s'agit d'une femme de lettres. Si c'était un membre du gouvernement, on va dire, au CV quelque peu ombrageux, mais là, non, on peut pas. C'est pas possible. Alors, avant d'arriver au CV de la nouvelle ministre de la Culture, que vous devez connaître, mais que je vais quand même rappeler, car il m'intéresse pour plusieurs raisons, je tiens à vous dire qu'elle avait déjà essuyé un certain nombre de critiques dès sa nomination. Et comme je viens de vous le dire, à l'époque, j'ai pas suivi, car j'étais en prison, dans la magnifique prison d'Orléans, très moderne, construite par les Chinois, comme notre belle mosquée algéroise. Donc, j'ai pas suivi tout ce qui s'est passé. Mais donc, j'ai été obligé de replonger dans l'actualité de l'époque. Donc là, je vous ai pris un exemple de publication de Observe Algérie, le site algérien. Publication sur Facebook, 2 petits points, de nouveaux ministres suscitent déjà la polémique. Ça date du 5 janvier 2020. À vrai dire, elle n'est pas toute seule, hein, vous voyez. Donc, c'est la ministre de la Culture de l'époque, le ministre de l'Industrie de l'époque, Monsieur Farhat Aitali, le ministre du Commerce de l'époque est toujours ministre du Commerce, donc Monsieur Kamal Rezig, et le dernier nom, j'ai oublié son nom, donc il m'excuse, c'est donc on va y arriver. Vous savez, ça tourne beaucoup les ministres dans les différents gouvernements. Donc voilà, le monsieur Youssef Souhaïri, qui était secrétaire d'État à la production cinématographique. Vous vous souvenez, à l'époque, le président de la République voulait absolument
une production cinématographique algérienne. Vous savez, c'est comme pour la construction automobile, ça ne se décrète pas, il faut une préparation, il faut des écoles, il faut de la culture, il faut des moyens, bref, c'est pas facile. Donc, ces 4 nouveaux ministres qui avaient été nommés lors du premier gouvernement de M. Jarrad avaient essuyé des critiques. Alors, commençons par Kamal Rezig. À l'époque, qu'est-ce qu'on disait de lui? En vrac, hein, on rappelait que lors de précédentes publications, il aurait tenu des positions racistes et des appels à la haine envers des figures du Hirak. Il est allé jusqu'à partager un post d'une page qui traitait les opposants et figures du Hirak de harki, de traître à la nation. C'est ce que dit Observe Algérie, hein, donc je ne fais que lire pour l'instant. Et de cancer de l'Algérie. Donc ça, c'est pour M. Kamal Rezig. Ensuite, par rapport à M. Farhat Aitali, qui est un grand économiste, je tiens à vous le rappeler, et de façon régulière, je cite ses propos aussi bien au sujet de la construction automobile qu'au sujet des problématiques liées aux hydrocarbures. Donc, il aurait été donc un farouche opposant donc au gouvernement de feu Abdelaziz Bouteflika, et il aurait, selon une publication datant de 2017, alerté sur le danger que représenterait Abdelmajid Tebboune pour l'économie nationale. Donc ça, c'est pareil. En gros, c'était pour dénigrer les nouveaux ministres. Voilà. Je continue. Au sujet de M. Youssef Souhairi, donc, qui était secrétaire d'État à la production cinématographique, cet article mentionne qu'il aurait rejeté l'élection présidentielle de 2019 et aurait dénoncé la feuille de route du système. Voilà ce qui est dit sur Youssef Souhairi. Et enfin, eu égard à la nouvelle ministre de la Culture, encore une fois qui avait déjà été nommée ministre de la Culture en 2020, donc professeur Malika Bendouda, on lui reprocherait la chose suivante, c'est qu'elle était à l'époque du Hirak une militante acharnée contre le système et aurait soudainement fait volte-face, produisant ainsi l'étonnement général. Les internautes se seraient interrogés sur les tenants et les aboutissants de ce changement de position. La nouvelle ministre était connue pour ses publications contre le pouvoir politique de l'époque, encore une fois de feu Bouteflika, et son opposition à l'élection présidentielle. Voilà ce qu'on reprochait déjà en janvier 2020 à ces 4 ministres, dont 2 sont toujours en poste, donc M. Kamal Rezig, ministre du Commerce extérieur, je crois, et ma professeure Malika Bendouda, ministre de la Culture. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on lui reproche? On va y arriver, vous inquiétez pas. Pareillement, 1 an après les premières critiques de janvier 2020, il y a eu une nouvelle salve de critiques en décembre 2020. Regardez, décembre 2020. Oui, c'est pas facile d'être ministre, que ce soit en Algérie ou dans le monde entier. Apparemment, à l'époque, il y avait une polémique sur le couscous. Et j'étais encore en prison. Laral, j'ai bénéficié d'une première grâce présidentielle, donc en février 2021 du président. Donc au moment où il y a cette polémique sur le couscous, j'étais en prison. Toujours à Al-Qléa, avant d'avoir été déplacé à la prison d'Albi Sidi Cheikh. Voilà, j'étais sous la protection de la Zawiya des Sidi Cheikh. Alors, polémique sur le couscous, Malika Bendaoud s'explique. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, là, Mskina? Qu'est-ce qu'elle a dit? Après avoir provoqué une grosse polémique sur le couscous et les femmes, Malika Bendaoud s'explique, d'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Wesh qalat. Ah, on lui reproche d'avoir affirmé qu'une femme qui ne sait pas rouler le couscous constitue une menace pour les familles. Voilà ce qu'on lui avait reproché en décembre 2020. Pourtant, elle a été un peu plus loquace, eu égard à la question du couscous, car comme vous le savez, l'UNESCO a décidé de le déclarer comme patrimoine immatériel de l'humanité. Comme vous le savez, le couscous est un plat berbère. D'Algérie, il y en a qui se battent, Maroc, Libye, Égypte. Bref, l'éternelle polémique. Alors, à l'époque, qu'a dit la ministre de la Culture, professeure donc Malika Bendouda, elle avait dit « Je salue particulièrement les femmes depuis la
Numidie. Je vous rappelle que Numidie, c'est l'ancien nom de l'Algérie, à l'époque où l'Algérie est une vraie puissance méditerranéenne, au temps de Massinissa, du roi Massinissa. Donc ça, c'est pour les Français qui pensent que l'Algérie était créée par la France. Je vous rappelle que l'Algérie existait bien avant la France. La France, c'est un nom romain, vous savez. C'est les Francs. Pardon, c'est un nom germanique. Ce sont les Francs germains qui ont conquis la France et qui l'ont appelée France. Donc France, c'est un nom germain, un nom germanique. Alors, elle a dit, je salue particulièrement les femmes depuis la Numidie qui préparent ce plat qui est le couscous. Je salue les filles et les femmes qui continuent à rouler le couscous et de préparer ce plat. C'est une question importante. Je salue particulièrement les femmes, notamment la nouvelle génération qui continue à rouler le couscous, a dit la ministre. Ben, c'est très bien ça. Voilà le mouchkel. Et elle a redit, elle a rappelé, pardon, l'importance du couscous dans la société algérienne et que sa présence dans les foyers était liée directement à la continuité de la vie. La femme qui ne sait pas rouler le couscous constitue une menace à ses familles. On lui a reproché ça. Vous savez, il y a des moments où je me dis, ah, Rabbi Karim, niveau hbat fil bled, niveau hbat bzaf. Bon, voilà ce qu'on a reproché en décembre. Alors maintenant, on lui reproche quoi? On lui reproche. Attendez, j'ai pas fini les reproches qu'on lui a fait déjà à l'époque. Il y a même un grand styliste franco-italien algérien, Monsieur Eddine Belmadi ou Belmehdi, qui avait accusé la ministre de la Culture de plagiat. C'était en janvier 2021. Décidément. Donc pareil, j'étais en prison, je suis sorti de prison un mois après. Là, j'étais donc à la prison de l'Obis chez Déchir. Voilà, donc il lui a reproché de faire du plagiat. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, je vous montre l'artiste franco-italiano-algérien. Donc il est de père algérien et de mère franco-italienne. Donc il reproche, alors qu'est-ce qu'il lui a reproché donc en janvier 2021? Donc, monsieur, donc le créateur franco-italo-algérien Eddine Belmadi a accusé publiquement la ministre d'avoir porté, alors que disait-il, pardon, donc comment ça s'appelle déjà? C'est moi, vous savez, tellement de fiches. Alors, comment ça s'appelle? Alors, donc un caracou, voilà, il l'a reproché de porter une copie de sa création. Donc alors, je vous dis ce qu'il a dit, c'était repris, donc une interview dans Ziriel, voilà, Ziriel, en gros Ziria L. Pendant que la jeunesse du pays se bat corps et âme pour redonner vie à la culture algérienne, donc il est né en France, un peu comme moi. Hein. La ministre de la Culture bâcle tous mes efforts en portant une copie de ma création. D'accord? Il a dit je suis scandalisé, dégoûté, j'ai honte. Comment valoriser la culture algérienne quand la ministre elle-même ne respecte pas les jeunes talents? C'est violent quand même. Hein. Franchement, c'est violent. Bah, vous pouvez tout simplement contacter la ministre et lui dire, Madame la ministre, que vous portez une copie de ma création, est-ce que vous pouvez au moins citer que cette création vient de moi? Pourquoi être violent comme ça? Pourquoi cette radicalité? Vous savez, les Algériens, c'est ou tout blanc ou tout noir. Regardez, moi je trouve, même si le fond est légitime, c'est vrai que pour un créateur, voir une personnalité porter une de ses créations et ne pas le citer, surtout si c'est une copie, parce qu'apparemment c'était une copie, si c'était pas une copie, elle n'a pas à le citer. Sinon, toutes les personnes qui portent du Christian Dior ou du Yves Saint Laurent vont pas passer leur temps à dire, écoutez, je porte du Christian Dior, je porte du Yves Saint Laurent. Si c'est une copie, oui, il a raison. Il a raison, mais pas avec ce ton-là. C'est un créateur, il faut un peu de tact, un peu de finesse, un peu de délicatesse. Monsieur Eddine Belmehdi, surtout que vous êtes comme mon fils, vous êtes un melting pot, vous êtes une création multiculturelle. Votre maman est franco-italienne et votre père est algérien.
Donc, voilà, chouïa, staqal chouïa. Si vous étiez 100% algérien, j'aurais compris. Mais là, non. Quand vous dites, par exemple, pendant que la jeunesse du pays se bat corps et âme pour redonner vie à la culture algérienne, vous êtes franco-italien et algérien. Donc, un peu d'équilibrage. Parce que quand on exprime des positions aussi radicales et tranchées, ça manque de diplomatie. Même si, encore une fois, sur le fond, il a raison, le créateur franco-italo-algérien. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé après. J'ai essayé de regarder si la ministre avait reçu ce créateur pour régler ce problème. Donc, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Voilà, donc si vous avez l'information, je suis preneur. Donc, vous voyez, on a beaucoup embêté la ministre. Alors, parlons de la ministre, professeur Malika Bendouda. Alors là, je vous ai imprimé donc une présentation du CV de la ministre, la professeure Malika Bendouda, qui est tirée du site officiel de la Fédération internationale des sociétés philosophiques. Donc je répète, Fédération internationale des sociétés philosophiques. Donc elle est philosophe. Elle n'est pas, comment dirais-je, elle n'était pas à la peine en train de lever sa main. Elle est cultivée, cette dame, cette professeure. Elle est professeure de philosophie. Allez, je commence. Bismillah. Donc, elle était au département des sciences humaines et sociales de l'université de Tipaza. Tipaza, vous savez que Orléans, c'est à côté. Excusez-moi de faire le lien, parce qu'il faut un peu sourire de ce qui se passe en Algérie. Alors, docteur Malika Bendouda est une philosophe algérienne, chercheuse en pensée politique et ancienne ministre de la Culture et des Arts, née le 19 mars 1975 à Oran, en Algérie. Alors, 19 mars, c'est un symbole. C'est la signature des accords d'Évian. Donc, c'est la paix. C'est la paix, le 19 mars. Les accords d'Évian, c'est... on n'oublie pas les 1,5 million de martyrs, mais on essaye d'aller de l'avant. Donc, même sa date de naissance, c'est le signe de rapprochement, de dialogue. Je poursuis. Elle a apporté une contribution significative au domaine de la philosophie et du développement culturel en Algérie. Dr Bendouda a obtenu son doctorat en philosophie. S'il vous plaît, doctorat en philosophie, c'est pas rien. Donc, quand on s'adresse à un docteur en philosophie, un peu de respect quand même. On ne parle pas à quelqu'un qui n'a pas été à l'école, par exemple. Avec mention. Donc, avec mention, donc elle a obtenu un doctorat en philosophie portant sur la pensée philosophique d'Hannah Arendt, avec mention. Hannah Arendt. Je vais y arriver, on va parler d'Hannah Arendt, ok? Elle est également titulaire d'une licence en langue et littérature française, donc double cursus, langue française et philosophie politique. Hannah Arendt est une juive allemande, mais on va y arriver, on va y arriver. Dr Malika Bendouda a publié plusieurs articles et ouvrages, tels que la philosophie politique d'Hannah Arendt. Et qu'est-ce que la culture? Vous savez que Hannah Arendt, la philosophe juive allemande, naturalisée américaine, a publié aussi un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la culture ?» Et Hannah Arendt a été considérée et est toujours considérée comme une intellectuelle honnête. Mais je vais y arriver dans quelques instants. De 2020 à 2021, Madame Bendouda a été ministre de la Culture et des Arts en Algérie, contribuant significativement aux politiques et initiatives culturelles du pays. Depuis 2021, elle est membre fondatrice du Cercle de philosophie de Foujaïra, où elle continue de promouvoir le discours philosophique. Donc, vous voyez, elle ne s'arrête pas de penser. En tant que présentatrice et modératrice de l'émission télévisée Philo Talk, donc discussion philosophique, sur Al Jazeera TV One, le docteur Bendouda a animé 24 émissions qui ont abordé des sujets entremêlant philosophie, société et politique, afin de vulgariser, c'est-à-dire de rendre familier, de rendre accessible, autant que possible, la pensée philosophique. Un peu, c'est ce que j'essaie de faire au niveau historique et au travers des vidéos que je
publie. De 2016 à 2020, elle a dirigé le bureau de Tipaza de l'Association algérienne d'études philosophiques. Dr Bendouda est actuellement enseignante-chercheur au Centre des sciences humaines et sociales de l'Université de Tipaza. Donc, vous voyez, c'est un vrai CV. On aurait aimé voir d'autres ministres. Je sais que le ministre de la Communication a un très beau CV en termes de philosophie politique et de diplomatie. Voilà. Mais les autres, voilà, on va dire que ça fait partie des 2 CV les plus importants du gouvernement, des ministres du gouvernement actuel. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Comme dirait ma défunte maman, Rabbi Rahama. Et à cet égard, je vous prends l'exemple de l'article qui avait été publié donc par TSA pour parler de la polémique sur le couscous. Vous savez, TSA, donc en rédigeant l'article, a choisi une très belle photo, mais il n'a pas du tout commenté la plaque où on voit le visage de la ministre professeure Malika Bendouda. Et a marqué, c'est en Italie, hein. Ça c'est l'édit de Caracalla. Alors, 2 petits mots sur l'édit de Caracalla. Vous savez, je le dis avec sourire, parce que, vous savez, quand on réduit le CV d'une ministre, docteur en philosophie, spécialiste d'Hannah Arendt, à une polémique sur le couscous, ou là sur un petit conflit de plagiat. Vous savez, plagiat, c'est en général. Moi, au début, quand j'ai lu plagiat, je me suis dit peut-être qu'elle a fait son doctorat, elle a recopié Hannah Arendt. Non, voilà, sur une création artistique, voilà, le caracou. Je me dis, franchement, c'est dur la politique en Algérie. Donc revenons à l'édit de Caracalla. L'édit de Caracalla, c'est un édit extrêmement important. Je dis bien extrêmement important dans l'histoire de l'humanité. On est en 212 après Jésus-Christ. 212 après Jésus-Christ. Il y a un empereur romain qui s'appelle Caracalla qui a décidé, après mûre réflexion, il y avait des juristes autour de lui qui étaient extrêmement compétents et extrêmement universalistes. Vous savez qu'à l'époque, l'Empire romain, c'était un empire universel et universaliste. Et donc, l'empereur Caracalla, en 212, a décidé d'attribuer la citoyenneté romaine, écoutez-moi bien, il a décidé, en gros, de donner la citoyenneté ou la nationalité, pour prendre une terminologie moderne, à tous les hommes libres de l'ensemble de l'Empire romain. Tous les hommes libres de l'ensemble de l'Empire romain. Et l'Algérie faisait partie de l'Empire romain. Donc, malgré les invasions par les armées romaines de l'ensemble du pourtour méditerranéen, depuis la Syrie jusqu'à l'Angleterre, imaginez qu'en une seule signature de l'empereur romain Caracalla, 30 millions d'hommes libres de cet empire sont devenus des citoyens romains. C'est absolument exceptionnel. Vous vous rendez compte, c'était 2000 ans, non, que je me trompe pas, parce qu'avec les chiffres, vous savez, les médicaments, on se trompe de chiffres. C'était 1568 ans, ou 67 ans, pardon, avant la déclaration des droits de l'homme française, et c'était 1736 ans avant la déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU du 10 décembre 1948. C'est l'empereur romain Caracalla. Alors, certains doivent sûrement se demander pourquoi j'insiste autant sur l'empereur Caracalla, alors qu'on parle de la ministre de la Culture, Madame Malika Bendouda. Mais parce que ça m'a attristé de lire d'un grand journal électronique algérien TSA, tout sur l'Algérie, un article sur la ministre de la Culture, professeur, docteur Malika Bendouda, qui parle d'une polémique sur le couscous, alors qu'ils ont choisi une photo formidable. Moi, j'aurais aimé qu'ils parlent plutôt de la photo, plutôt qu'ils parlent de la polémique sur le couscous. Caracalla, c'est qui?
Mais Caracalla, c'est un homme très important pour, j'aimerais dire, les Algériens, parce qu'on est Algériens, n'est-ce pas? Mais pas que les Algériens, pour les Marocains, pour les Libyens, pour les Égyptiens, pour les Syriens, en clair. Pour toutes celles et ceux qui sont attachés à la fraternité. J'ai utilisé un terme un peu plus, on va dire, chimique ou physique, à l'alliage berbéro-arabe. Oui, parce que Caracalla Shkoun, Bébé Shkoun, Bébé c'est un berbère de Libye. Berbère de Libye, Caracalla, berbère de Libye. C'était l'empereur Septime Sévère. Oui, Septime Sévère, le grand empereur romain, parce que c'était un très grand empereur romain, Septime Sévère. C'est le papa de l'empereur Caracalla qui a donné la nationalité à tous les hommes libres de l'Empire romain. Et avant d'être empereur, Septime Sévère, le berbère, Septime Sévère, il était gouverneur. Et devinez, il était gouverneur où? Vous savez, je rigole, parce que, vous savez, pour moi, en Algérie, on donne de l'importance à des micro-détails et on oublie l'information de taille. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer où il était gouverneur, le père de l'empereur Caracalla. Septime Sévère, le berbère. Oui, le berbère. Le berbère, oui, le berbère. Vous avez bien entendu ce mot-là. Hein. Choufoumler, regardez bien. Vous savez, l'histoire, c'est magnifique. Vous savez que c'est un trésor, l'histoire. C'est beaucoup plus riche que le gaz et le pétrole ou l'or ou l'uranium ou les diamants, mais à condition de connaître la valeur de l'histoire. Regardez, il était gouverneur où? Regardez, s'il vous plaît. Vous arrivez à voir où c'est? Le berbère, Septime Sévère, lorsqu'il était gouverneur, il était gouverneur de la Gaule. De la Gaule, ça c'est la Gaule, ça. C'est la Gaule, c'est la France. Un berbère était gouverneur de la France, de la Gaule. Et la capitale, à vrai dire, c'était le nord de la France. Jusqu'en Bretagne. Vous imaginez? Un berbère? Ah, les Français. Vous savez, c'est terrible, l'Algérie. On passe notre temps sur des bricoles, sur des broutilles, on oublie l'essentiel. Oui, Septime Sévère, ça marche l'histoire. Il y en a qui me reprochent, arrête Rachid, toujours de parler d'histoire. Mais l'histoire, ça permet de fermer le clapet, pardon. Je mélange les sons. À ces Français qui pensent qu'ils ont créé l'Algérie. Mais un berbère a dirigé la France. Au deuxième siècle. Pardon, je suis malade, c'est les médicaments, vous avez vu? Et donc, la capitale de cette province, c'était Lyon. Eh oui, un berbère a gouverné les petits Gaulois français aujourd'hui, là, qui passent leur temps à nous donner des leçons. C'est magnifique, non? Donc, je reprends. Vous savez, c'est l'émotion. Vous savez, quand je suis content, la maladie réapparaît. Mais allez, le cerveau fonctionne bien, vous inquiétez pas. Donc, Septime Sévère, gouverneur de la France, qu'on appelait la Gaule à l'époque, parce que c'était avant que Clovis se soit fait baptiser catholique en 500. Et ensuite, elle s'est fait appeler, c'était mérovingien Clovis, et ensuite s'est fait appeler donc la France, avec notamment le sacre de Charlemagne qui était allemand en 800. Vous savez qu'il y avait un échange d'ambassadeurs entre Carlo Magna, l'allemand, le germain à l'époque, à partir de 800, et le calife abbasside Haroun al-Rachid. Donc revenons à notre ami Caracalla. C'est pour ça que moi j'aurais préféré qu'on demande à la ministre de la Culture actuelle pourquoi elle a choisi de poser devant une plaque en honneur à l'empereur Caracalla. Mais non, on a préféré l'embêter sur une affaire de couscous. Ya Rabbi al-Karim. Au lieu de lui demander Caracalla, Shkoun, Septime Sévère, le berbère. Donc j'ai pas fini. Donc son père était berbère à Caracalla.
Mais sa mère, elle était quoi? Ah, Youlad el-Blad, elle est belle comme. Je me demande ce qu'on apprend à l'école algérienne. Wallah, je me demande ce qu'on apprend à l'école algérienne. La maman de Caracalla, elle était quoi? C'était une arabe de Syrie. La maman de l'empereur romain Caracalla, qui en 212 a accordé, attribué, élargi la citoyenneté à tous les hommes libres de l'Empire romain, sa maman était arabe de Syrie, la province de Homs, et son père était un berbère de Libye. À l'époque, vous savez, Libye, Tunisie, Algérie, c'est kiff-kiff. Hein. Vous avez compris ou pas? Donc en clair, Caracalla, c'est un peu l'Algérien du deuxième siècle. Vous savez très bien, c'est quoi la composition sociologique des Algériens? Ben, c'est des berbéro-arabes. Mais oui, on a deux langues, le tamazight et l'arabe. Donc Caracalla, mais il faut se l'approprier, voyons. C'est l'alliage de la berbérité et de l'arabité. Et quand cet alliage fonctionne très bien, ça donne quoi? Ça donne des idées philosophiques universalistes. Donc c'est un berbéro-arabe qui a donné la citoyenneté à tous les hommes libres de l'Empire romain. Et aujourd'hui, les Français veulent nous donner une leçon de philosophie, de citoyenneté. Caracalla, هو اللي مد لهم الروح الوطنية. Vous avez compris pourquoi j'insiste tellement sur cette photo, sur cette image où on voit la brillante docteure en philosophie Malika Bendouda posée devant cette plaque en hommage à l'empereur Caracalla, berbéro-arabe, qui le premier dans l'histoire de l'humanité a donné la citoyenneté à des hommes qui n'étaient pas romains, qui n'étaient pas d'un seul pays. Il a dit tous les hommes libres de l'Empire, même la Syrie, l'Angleterre, gaïkounou, mowatinin, romanin. C'est pas un trésor, ça? Vous pensez pas que c'est mieux qu'un million de barils de pétrole? Cet héritage historique, culturel, philosophique que représente le berbéro-arabe Caracalla, dont le père Septime Sévère était gouverneur de la Gaule, gouverneur de la France. Ya Rabb al-Karim, ya Thaqafa Kenz. Vous imaginez ma mère, Rabbi Rahama, qui n'a pas été à l'école. كانت ديما كانت تقول لنا يا ولدي يا بناتي ثقافة كنز. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Thaqafa في الجزائر, elle est réduite au couscous et au caracou. C'est comme ça que ça s'appelle. حنا نأمنوا بالقصابية قصابية على بالكم بها. Vous savez, c'est d'une tristesse tout ça. C'est d'une tristesse. Bon, revenons à la polémique à trois. Ah oui, j'ai oublié de vous donner le nom. Elle s'appelle Julia. À l'époque, elle s'appelait Julia Domna. Donc la maman de Caracalla, donc l'épouse de l'empereur Septime Sévère, l'empereur berbère Septime Sévère. Ben oui, c'est mieux que de parler de quoi? Vous savez, quand j'entends certains compatriotes, allez, de Tizi Ouzou ou de Béjaïa, qui me parlent de la laïcité française, ah, j'ai envie de leur dire, il y a mes compatriotes algériens, parlez-moi de la citoyenneté Caracalla, prenez des références qui font honneur à la berbérité et à l'arabité. Caracalla, c'est ça le vrai héritage, bien avant la laïcité, la citoyenneté universelle. C'est là où je vois que la culture, le Jazair, Naqsa. Ils prennent une référence qui ne fait pas partie de l'héritage algérien, de l'héritage de l'Afrique du Nord. Mais prenez un vrai symbole, prenons exemple sur un vrai symbole, un symbole d'alliage, un symbole d'union, un symbole de fierté universelle, au lieu de parler de la citoyenneté française qui est née des débris, je dis bien des débris de la Révolution française. Vous savez que la laïcité française est née en opposition à la religion. La France a tué la religion catholique et la religion protestante.
Et c'est en la tuant qu'est née ensuite la laïcité. Je vous rappelle que les Français ont coupé la tête au roi et à la reine, au roi Louis XVI et à la reine Marie-Antoinette. Car la Révolution française s'est opposée à l'ancien régime qui reposait sur l'alliance entre la royauté et la papauté. Donc, on prend une référence qui n'a aucun rapport avec l'histoire de l'Afrique du Nord. Caracalla, c'est une vraie référence à l'Afrique du Nord, car c'est un pur produit de l'Afrique du Nord et de la Syrie. La Syrie, vous savez, c'est le berceau de la culture universelle avec l'Irak. J'ai pas envie de vous embêter. Bon, revenons au CV magnifique, je dis bien magnifique, de notre ministre de la Culture, professeur Malika Bendouda. Vous savez, quand c'est positif, j'ai aucun problème, Anaya. Au contraire, je suis fier qu'on ait une ministre de la Culture intellectuelle. Ça change, hein, vous savez. Ça change. Ça change de certains. Bon, alors, je vous ai dit qu'elle a fait une thèse sur la philosophie politique d'Hannah Arendt. Alors, c'est qui Hannah Arendt? Hannah Arendt, vous savez, c'était une philosophe juive allemande, donc qui a vécu en Allemagne, et son parcours est exceptionnel, on peut le dire. Pourquoi c'est exceptionnel? Parce que Hannah Arendt a eu comme professeur le plus grand philosophe, tout le monde s'accorde à le dire, du XXe siècle. Et il s'appelle Martin Heidegger. Martin Heidegger, c'est vraiment la référence intellectuelle de tous les philosophes du XXe siècle, que ce soit Raymond Aron, Jean-Paul Sartre, que ce soit au niveau des philosophes allemands, Karl Jaspers, ou pour parler de philosophie politique, ou Max Adorno de l'école de Francfort, avec, comment s'appelle-t-il? Vous savez parfois les noms, Herbert Marcus, qui d'autre? Ou au niveau de la philosophie juridique, Carl Schmitt, qui est le plus grand constitutionnaliste du XXe siècle, d'ailleurs ils ont vécu à la même période. Bref, Martin Heidegger, c'est une sommité sur le plan intellectuel. Et Hannah Arendt était une de ses étudiantes, et il s'avère que il y a eu une histoire d'amour entre les deux. Et la particularité de Martin Heidegger, donc le plus grand philosophe du XXe siècle, c'est qu'il était assez proche des thèses de l'extrême droite allemande, avec la naissance du parti d'Adolf Hitler, dont on connaît l'histoire à partir de 1933 jusqu'en 1945. Donc d'ailleurs, on lui a reproché plus tard d'avoir sympathisé avec les thèses du parti nazi. Mais c'est méconnaître l'itinéraire intellectuel et politique de certains penseurs et intellectuels. Vous savez, par exemple, Jean-Jacques Rousseau, d'ailleurs, je crois qu'il est derrière moi. Il est dans le coin. Où est-ce qu'il est, Jean-Jacques? Voilà, Jean-Jacques Rousseau, par exemple. Bon, là, c'est pas le bon livre, mais je peux utiliser un autre. Voilà, Jean-Jacques. Voilà, Jean-Jacques Rousseau. Le grand Jean-Jacques. Par exemple, Jean-Jacques Rousseau est connu, bon alors là j'ai pris les rêveries du promoteur solitaire, le discours sur les sciences et les arts, ça tombe bien, on parle de culture, et le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Et je vais vous sortir le plus important que tout le monde connaît, voilà, Rakehna, il y a Jean-Jacques. Jean-Jacques Rousseau, le Suisse, hein, pour la petite histoire. Voilà, le contrat social. Donc Jean-Jacques Rousseau, c'était vraiment au XVIIIe siècle une sommité sur le plan intellectuel. Donc il avait des idées extraordinaires, des idées de justice sociale, des idées d'universalisme des droits. Vous savez, c'était la référence de ceux qui ont fait la Révolution française en 1789. Il y avait Jean-Jacques Rousseau et le philosophe anglais John Locke. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que Jean-Jacques Rousseau, le grand philosophe, l'énorme philosophe européen universaliste, mais il a abandonné ses enfants. Jean-Jacques Rousseau. Oui, parce que il n'avait pas le temps de s'en occuper, parce que sa priorité, c'était d'écrire, de réfléchir. Donc il a, pour reprendre une terminologie moderne, il a confié ses enfants à l'assistance publique. Jean-Jacques Rousseau, un des plus grands philosophes du XVIIIe siècle, et d'ailleurs un des plus grands philosophes de l'humanité. Pourquoi je vous fais la référence à Jean-Jacques Rousseau? Parce que Martin Heidegger, donc le plus grand philosophe du XXe siècle,
a fait une bêtise, un peu comme Jean-Jacques Rousseau a fait une bêtise en abandonnant ses enfants. Il a été séduit par l'autoritarisme, par cette volonté de puissance, pour reprendre une phrase du grand philosophe du 19e siècle, Friedrich Nietzsche. Et donc, c'était une erreur de parcours, un peu comme Jean-Jacques Rousseau. Donc, Hannah Arendt, écoutez-moi bien, Hannah Arendt, en dépit des affinités du grand philosophe Martin Heidegger avec les thèses du parti nazi, était quand même amoureuse de Martin Heidegger alors qu'elle était juive. Extraordinaire, hein. Vous avez vu les contradictions? Les contradictions, ça fait partie de la vie. En Algérie, vous savez, comme on n'étudie pas beaucoup la logique, on pense que la contradiction, c'est un mensonge. Mais non, la contradiction fait partie de l'évolution intellectuelle d'une personne. Oui, ça fait partie. Vous savez qu'il y a un grand livre de Ibn Taymiyyah, je veux quand même vous citer une référence musulmane, sur la logique et la contradiction, vous savez. Il faut un peu lire, ça date du fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle. Ibn Taymiyyah qui a mal fini, mais qu'il était emprisonné donc à la tour de Damas, en Syrie. Je ferme la parenthèse. Donc Hannah Arendt, quand Hitler est arrivé au pouvoir à partir de 1933, elle a bien vu qu'avec les nouvelles lois juives, c'était plus possible pour elle, d'ailleurs pas que pour elle, il y avait aussi Sigmund Freud, qui est le papa de la psychanalyse, qui a été obligé de quitter, grâce à ses relations avec les Américains d'ailleurs. Vous savez, c'est grâce au soutien américain, notamment de Franklin Delano Roosevelt, qu'il a pu convaincre les autorités allemandes de Hitler. Pour la petite histoire, Hitler était autrichien et Sigmund Freud était autrichien. Il de Vienne, vous savez, la capitale de l'Autriche actuelle. Et donc, Sigmund Freud a fui avant de mourir à Londres et Hannah Arendt a fui France, Espagne, États-Unis. Donc ensuite, elle est devenue citoyenne américaine. Hannah Arendt, au début, a beaucoup défendu le sionisme, c'est-à-dire le droit des Juifs d'avoir un État. Mais Hannah Arendt est ce qu'on appelle connue pour son honnêteté intellectuelle. C'est qu'en Algérie, je sais que c'est pas trop la tasse de thé. On adore ce que j'ai mis ce livre que je vous présente de temps en temps. On adore le Sha'bawiya, le populisme. En Algérie, sans critique, faut pas rêver, hein. Oh là là. Avant, ils étaient tous avec les gouvernements de Sellel. Maintenant, ils sont tous avec les gouvernements de Jarrad. Après, j'oublie comment il s'appelle, Ayman Abdelrahman. Ensuite, Nabil Arbaoui. Maintenant, Sifi. Vous savez, un peu de sens critique. Vous savez, on peut aimer l'Algérie, et d'ailleurs, on a le devoir d'aimer l'Algérie lorsqu'on est algérien, mais on a le droit de critiquer quand même, non? Ou là, c'est interdit. Comment s'appelle notre pays, notre République? Comment elle s'appelle déjà? République démocratique et populaire algérienne. Il ne faut pas confondre populaire avec populisme. Populaire, c'est Chab. Et populisme, c'est Chabaouia. Mais c'est kif kif. Donc, il y a le mot démocratique. Démocratique, c'est le pouvoir du peuple. Et donc, j'ai le droit de critiquer de façon intelligente, de façon argumentée et de façon respectueuse. Donc, en Algérie, c'est ou bien on est avec le gouvernement, ou alors on est des traîtres. Respirez un bon coup. On a 20 ministres des anciens gouvernements qui sont en prison pour corruption. Donc, belakal. D'accord? Douga. Si vous croyez que je vais lever ma main à chaque fois qu'il y a un gouvernement pour dire tout ce qu'il fait c'est bien, il ne faut pas rêver. Quand il fait des choses bien, je le dis, mais quand il y a des choses qui ne sont pas bien, je le dis aussi, et j'argumente. Donc, revenons à Hannah Arendt. Hannah Arendt, elle est connue pour son honnêteté intellectuelle. Moi, je suis disciple d'Hannah Arendt au niveau de l'honnêteté intellectuelle. Parce qu'au début, elle a soutenu, comme je viens de vous le dire, l'État d'Israël, mais ensuite, quand elle a vu ce que faisait ce nouvel État d'Israël, et je vais vous citer quelques exemples. En avril 1948, des unités du groupe terroriste israélien Irgun, vous connaissez Irgun? Yitzhak Shamir, écoutez-moi bien, ont perpétré un nouveau massacre
cette fois dans le village palestinien de Der Yassin. Vous connaissez? Il y a eu 120 morts. C'était un attentat terroriste, avril 48. Même Einstein, vous savez qu'Einstein est juif, lui aussi a fui comme Freud, comme Hannah Arendt, donc vers les États-Unis. Donc, Albert Einstein, le père de la bombe atomique américaine, il avait écrit une lettre au directeur de l'organisation américaine American Friends of the Freedom Fighters in Israel, donc c'était un juif, en lui demandant de prononcer publiquement, voilà, il avait écrit une lettre donc à Shepard Rifkin en lui demandant de prononcer publiquement un discours en faveur du sionisme et de la création d'État d'Israël. C'est Rifkin qui lui avait demandé à Albert Einstein. Voilà. C'est le président de cette association pro-israélien qui avait demandé à Albert Einstein de prononcer un discours en faveur d'Israël. Regardez ce qu'a dit Albert Einstein. Cher monsieur, lorsqu'une véritable catastrophe s'abattra sur nous en Palestine, les premiers responsables seront les Britanniques et les seconds les organisations terroristes créées dans nos propres rangs. Je ne voudrais voir personne s'associer à des individus aussi égarés et criminels. Premier cas. Vous savez, lorsqu'il y a eu le plan de partage de l'ONU, le 29 novembre 1947, initialement, donc Tel Aviv devait avoir 56% de la Palestine totale, ce qu'on appelle la Palestine britannique. Les Arabes devaient avoir 43% et Jérusalem devait occuper 2% du territoire. Mais quand il y a eu la guerre, plutôt à partir de la création de l'État d'Israël, vous savez que ça s'est fait après, ça s'est fait le 14 mai 1948. Vous savez que c'est le 14 mai 2022 où j'étais emprisonné pour la 4e fois en Algérie, vous savez ça. Voilà, c'était mon anniversaire. C'était pour fêter la création d'Israël, on m'a emprisonné. C'est magnifique, hein? Donc, le 14 mai 1948, lorsqu'il y a eu la déclaration de création d'État d'Israël, c'était plus 56% seulement du territoire. C'était 77%. Ils sont passés de 56 à 77%. Ah, ils plaisantent pas, hein. La gourmandise. Vous savez ce que ça veut dire, la gourmandise? Donc, David Ben Gourion, qui est le fondateur de l'État d'Israël, qui n'a jamais vécu en Palestine, qui est d'origine polonaise, vous savez. D'ailleurs, la plupart des leaders israéliens en 1948 sont nés en Europe. Ils ne sont pas nés en Palestine. Et lors de la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948, ils ont fêté ça en expulsant 750 000 Palestiniens. 750 000 Palestiniens. C'est la Nakba, la vraie Nakba. Après, il y a eu la guerre. Vous savez que les Américains ont aidé le jeune État de Tel Aviv et évidemment, les armées arabes ont perdu. Je continue. Je vais arriver à Anne-Marie, ne vous inquiétez pas, on arrive gentiment. Donc, je vous ai dit qu'au début, elle a soutenu la création de l'État d'Israël, mais ensuite, quand elle a vu les attentats, les massacres, les expulsions, là, elle s'est dit, ah non, moi, je peux pas cautionner des choses pareilles. Elle a dit, non, je ne peux pas. Et un événement très important qui s'est produit, je ne vais pas faire d'erreur au niveau de la date, mais c'est l'événement qui était vraiment, en plus de ce massacre de 120 Palestiniens en avril 1948, il y a eu un attentat terroriste, devinez contre qui? Contre l'envoyé de l'ONU. Vous imaginez? L'ONU a permis la création de l'État d'Israël, donc avec le plan de partage le 29 novembre 1947. Et que fait Tel Aviv lorsque l'ONU envoie son envoyé spécial, le comte Bernadotte? Alors, comte Bernadotte, il faut savoir, c'est un Suédois. Vous savez que la Suède a une très longue tradition de diplomatie. Un peu, c'était le cas de l'Algérie, vous savez. Ah, regardez nos diplomates, je vous en ai souvent parlé. Feu Cherif Gellel, Mohamed Siddiq Ben Yahya, etc.
Sidi Ahmed Ghazali, bon, avant la déflagration actuelle. Vous voyez, la déflagration actuelle, on va y arriver, on va y arriver. Donc, le comte Bernadotte, le Suédois, a été assassiné. Assassiné. Alors, l'assassinat de Folke Bernadotte, donc c'est en 1948, diplomate suédois, fut assassiné par le groupe israélien Lehi. Lehi, c'est l'Irgun de Itzhak, c'était Itzhak Shamir? Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Il ne faut pas que je dise des bêtises. Est-ce que c'était Shamir, Itzhak Shamir ou Begin? Voilà, j'ai une petite confusion, mais je vais vous la régler tout de suite, cette confusion. Alors, Warrak, il y a Itzhak, il y a Begin. Est-ce que c'est Begin ou là? Voilà, Habibi. Begin. Wahar Begin, qui ensuite a signé la paix avec Sadat, comme vous le savez, avec les accords de Camp David 77-79. Donc, ils ont massacré lors d'un attentat terroriste, donc l'envoyé spécial de l'ONU. Et vous savez, à l'époque, le désert du Negev, c'était la Palestine, vous savez ou pas? Et le comte Bernadotte a dit non. Il a dit à Tel Aviv, il est hors de question que vous preniez le désert du Negev. Le désert du Negev doit être palestinien. Et comme ils ne défendaient pas leur position, ils l'ont assassiné. Voilà comment se comportent les terroristes israéliens lors du début de la création de l'État d'Israël, qui sont devenus ensuite chefs d'État, sont devenus premiers ministres. Et en plus de ça, Begin, il a eu le prix Nobel. Avec Sadat, prix Nobel de la paix, alors qu'il a fait assassiner des envoyés de l'ONU. Donc, quand Hannah Arendt a vu cela, elle a dit non, je ne peux pas cautionner. Je ne peux pas cautionner un État, qui organise des attentats terroristes. Et elle a décidé de publier un livre qui s'appelle La crise du sionisme. Et dans ce livre-là, donc, elle a pris ses distances avec le sionisme et de ceux qui parlent d'un État juif, et elle a montré son inquiétude au sujet de cet État sioniste. Et donc, elle a publié cette crise du sionisme a fait partie d'un essai qui s'appelle Le sionisme reconsidéré, et ils ont commencé à la critiquer. Un peu comme en Algérie ou au Maroc, vous savez, en Algérie ou au Maroc ou dans tous les pays arabes ou musulmans. C'est-à-dire que quand vous défendez la position officielle, tout le monde vous applaudit. C'est magnifique. Mais alors, dès que vous avez une position nuancée, tout le monde vous critique. Et je vais y revenir. Donc moi, j'aurais aimé qu'on interroge notre ministre de la Culture, le professeur Bendouda, sur la réflexion sur les idées d'Hannah Arendt par rapport au sionisme, à la critique du sionisme. Non, on l'embête sur une histoire de caracou, de couscous, et maintenant, donc c'est la polémique du jour. Donc vous voyez, j'ai attendu 53 minutes avant de vous le dire. On lui reproche d'avoir une amie marocaine qui apparemment passe son temps à critiquer l'Algérie. Mais on peut avoir des amis qui ne sont pas contre nous, qui sont contre nous. Et alors, il est où le problème? Mais chacun dit ce qu'il veut. Ce qui compte, c'est ce qu'elle défend. C'est ça qui est important. Elle est philosophe. Bien sûr qu'elle va discuter avec tout le monde. C'est comme moi, je peux discuter avec des Français, des Américains, des Suédois, des Allemands. Regardez, je me suis bien présenté à Marrakech au mois de mars dernier. Et je vous ai toujours dit que les Marocains étaient nos frères, les Tunisiens étaient nos frères, mais je ne suis pas d'accord avec la politique étrangère du Maroc. Je ne suis pas d'accord avec la normalisation du Maroc avec Tel Aviv, avec le génocidaire Netanyahou. Voilà, mais on peut avoir des amis marocains, on peut avoir des amis tunisiens, on peut avoir des amis français. Regardez, la France, il y a la crise en ce moment entre Paris et Alger. Et pourtant, le président a bien reçu 15 ministres et le président Macron en août 2022 lorsque j'étais en prison à Chlef. Et alors, on peut avoir des amis, on peut les rencontrer et ne pas être d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire un faux procès à la ministre de la Culture, professeur Bendouda? Un peu de hauteur, s'il vous plaît.
Regardez. Regardez comment j'ai été massacré par les Marocains, par la presse marocaine. Regardez. Vous savez, j'ai pas de problème avec les critiques. Moi, je suis ouvert, je suis un vrai démocrate. Je suis pas comme, vous savez, j'étais élevé dans la démocratie. Moi, dans ma famille, chacun donnait son point de vue, même si c'était pas le point de vue du papa ou de la maman. Ben oui, j'étais élevé dans une famille analphabète, mais démocrate. Ben oui, parce qu'il y avait de la culture à la maison. Vous savez, je suis né, le premier réveil de ma conscience, j'ai vu des livres partout. Vous savez que dans la cité où on était, à Choisy-le-Roi, il y avait des livres partout, car mes frères et mes sœurs étaient des lettrés. Ils lisaient de tout. Vous savez, la première chose que je vois quand je vais voir des Algériens chez eux, la première chose que je trouve sidérant, c'est qu'il n'y a pas de livre dans leur maison. Il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de livre. Il y a très peu de maisons où j'étais où j'ai vu des livres. Voilà. Ou alors ils sont cachés. Ben là, ils sont cachés. Au premier étage ou là au sous-sol. Bon. Trêve de plaisanterie. Donc, je vais vous dire ce qu'a dit, par exemple, un site marocain le 18 mars 2025. Site marocain, donc. C'est juste insupportable. Depuis la mosquée Koutoubia, la provocation anti-Maroc de Rachid Nekaz, laquais du régime algérien malveillant et haineux. Vous avez vu? Regardez le niveau des journalistes marocains. Alors, les Algériens font pareil, hein, avec certains. Regardez le niveau. Et moi, j'ai pas de problème. Moi, j'aime bien montrer la réalité. Moi, je ne cache pas la réalité. Et là, vous avez vu, j'étais à Marrakech, devant la mosquée Koutoubia, et j'ai donné, lors d'une vidéo, une leçon d'histoire, pas de polémique. J'ai rappelé simplement que le fondateur de la dynastie almohade, Abd el-Moumen el-Koumi, est né en Algérie, à Nadroma, et que c'est lui qui a construit, bâti la mosquée Koutoubia, qui est aujourd'hui le symbole de Marrakech. Mais je n'ai pas menti, j'ai dit la vérité historique. Tout le monde peut vérifier, d'ailleurs les policiers qui m'ont arrêté ont vérifié que Abd el-Moumen el-Koumi, le fondateur de la dynastie almohade, qui était le calife de toute l'Afrique du Nord et de l'Espagne, est né à Nadroma. Et Nadroma, ça se trouve où aujourd'hui? Ça se trouve bien en Algérie. Donc, rétrospectivement ou anachroniquement, utilisez le mot qui vous arrange, c'est un Algérien. En tout cas, c'est un Algérien de la ville de Nadroma d'aujourd'hui. Mais c'est un fait historique. Bien qu'à l'époque, les gens ne s'appelaient pas Marocains, Tunisiens, Algériens, Mauritaniens, ils s'appelaient musulmans. Et à cause de la colonisation française, on a été déchiqueté en Marocains, en Mauritaniens, en Algériens, en Tunisiens, en Libyens, etc. Mais quand j'ai dit ça, mes frères marocains, ça leur a pas plu. Ils se disent, mais comment cet Algérien se permet de venir à Marrakech et dire que c'est un Algérien qui a construit, bâti la mosquée Koutoubia? Mais c'est la vérité. Mais comme il n'y a pas de sens critique dans les pays arabes ou maghrébins ou berbères, vous les appelez comme vous voulez, eh ben, on a le droit à des polémiques stériles de ce niveau. Ça, c'est le niveau égout. Hachakoum. Ça, c'est, et il n'y en a pas un, il y a eu peut-être, je sais pas moi, 500 articles contre moi, 500 vidéos contre moi. Mais moi, je souriais. Je me suis dit, mais quel niveau, quelle déflagration intellectuelle, quelle déflagration journalistique. Alors je souris quand je vois ça. Alors c'est pour ça que quand je vois notre ministre de la Culture se faire traiter de tous les noms, il y en a qui demandent, il faut absolument qu'elle démissionne. Aïe, Meskina, alors qu'elle est spécialiste de Hannah Arendt, de philosophie politique, et aujourd'hui, elle est obligée de se justifier. On a des stylistes qui font des critiques radicales contre elle. On lui parle de couscous. C'est quoi le couscous? Voilà le couscous. Elle dit l'affaire. Quand je lis ça, j'ai envie de pleurer. Je me suis dit, waouh. وراهم مولود معمري كاتب ياسين وراهم les vrais intellectuels وراكم محمد ديب مولود فرعون
savez, quand je vois cette dégradation, elle est où? Il faut bien que je trouve quelque chose, voilà. Couscous, on m'embête sur une affaire de couscous. Les Marocains, ils m'ont embêté, alors que j'ai rappelé un fait historique. Alors, vous savez, quand je disais que El Malik Mohamed Al-Khamis, le sultan devenu roi, Mohamed V avait aidé l'Algérie en abritant 5 usines d'armement. Ah, j'ai eu le droit à des articles, mais très élogieux dans la presse marocaine. Lorsque j'ai dit, par exemple, à la foire agroalimentaire de Paris, que les stands marocains étaient exceptionnels. Oh là là, j'ai eu des articles élogieux dans la presse marocaine. Là, par exemple, il y a quelques années, j'étais à Tanger, j'avais dit, regardez, masha'Allah, les Marocains ont un superbe port à Tanger. Oh, j'ai eu des articles élogieux. Mais alors, dès que j'ai rappelé un fait historique en allant sur place à Marrakech, mais alors là, ils ont tout oublié. Et là, j'étais traité de tous les noms, de tous les noms. Je me suis dit, il n'y a pas qu'en Algérie où le niveau intellectuel et journalistique est extrêmement bas. On a un point commun, algérien et marocain, c'est la médiocrité intellectuelle et la médiocrité journalistique et la médiocrité politique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne s'entend pas. En tout cas, les politiques, les journalistes et les pseudo-intellectuels ne s'entendent pas. Parce que si par malheur, il y en a un qui dit du bien de l'autre, il va être taxé de traître. Je vous donne un exemple. Vous vous rendez compte qu'ils ont interrogé, il y a un organe de presse qui a interrogé un auteur que j'apprécie, qui a écrit un beau livre sur l'histoire du califat, qui s'appelle Nabil Mouline. Et il a été obligé de dire que je dis des bêtises. Vous vous rendez compte? Il est censé être historien. Mais je me suis dit, je lui en veux pas, mesquine. Parce que s'il a le malheur de dire que j'ai raison, ben, il va plus passer dans les médias. Il va être considéré comme un traître dans son pays. Vous savez, ce qui a déplu à nos frères marocains, c'est quand je leur ai dit qu'Abdelmoumen el-Koumi, donc c'était au XIIe siècle, n'est-ce pas? C'est après les Almoravides. Quand je leur ai dit qu'il était calife de toute l'Afrique du Nord, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était aussi calife du Maroc. Un Algérien calife du Maroc. En gros, j'ai dit aux Marocains, arrêtez de m'embêter avec le Sahara occidental. Arrêtez de dire qu'il est marocain. Parce que, au jeu de l'antériorité historique, dans ce cas-là, même l'Algérie peut revendiquer le Maroc. On peut revendiquer la Mauritanie, le Maroc, le Sahara occidental et la Tunisie. Ou Chabretou Dero. Ah bah oui, parce que moi aussi je peux puiser au XIIe siècle pour dire que le calife du Maroc c'était un Algérien de Nadroma. Et vous allez répondre quoi? Vous allez voir la Cour internationale de justice. Et elle va vous répondre quoi? Moi j'ai des arguments historiques pour appuyer le dossier pour dire le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie et l'Algérie, tout ça c'est algérien. Vous savez, la culture c'est un art et une science. Et c'est pas n'importe qui peut parler de culture. Donc, revenons à notre grande ministre de la Culture, vous avez compris, lorsque je vous ai posé la question au début de vidéo, est-ce que notre ministre de la Culture doit démissionner? Non seulement elle ne doit pas démissionner, mais on devrait lui donner le titre de ministre d'État, car la culture aujourd'hui, c'est fondamental pour défendre les valeurs de l'Algérie. C'est fondamental pour défendre l'histoire algérienne. C'est fondamental pour donner une assise historique et intellectuelle à l'identité algérienne. Oui, il faut là, plutôt que de lui demander de démissionner ou de demander au Premier ministre de la limoger, il faudrait plutôt lui donner le titre de ministre d'État et de ministre de la Culture et des Arts. En revanche, il y a 2 personnes, eux doivent être limogés puisqu'ils ne veulent pas démissionner. Et je suis assez sidéré de voir que personne ne demande leur démission. Donc, il y a des Algériens, des pseudo-intellectuels, pseudo-youtubeurs, pseudo-tiktokers qui se permettent de donner leur avis sur une véritable intellectuelle algérienne et ils sont incapables ou qui n'ont absolument pas le courage de demander la démission de 2 personnes qui, eux, font beaucoup de mal à l'Algérie. Je dis bien beaucoup de mal aux intérêts de l'Algérie. C'est le ministre, l'ancien ministre de l'énergie, actuellement ministre des hydrocarbures et des mines, c'est-à-dire Mohamed Arqab, ici, avec le président de Total, que vous voyez. C'est son meilleur ami, c'est avec lui qu'il fait des affaires chaque année. Et le ministre des Affaires étrangères,
qui n'a cessé d'accumuler des échecs depuis qu'il a été nommé ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger des Affaires africaines en 2023. Alors commençons par Mohamed Harqab. Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui demande sa démission alors qu'il a fait voter une loi minière qui accorde entre 80 et 100% aux entreprises, aux multinationales étrangères. 100%, de 80 à 100%. L'Algérie n'aura droit qu'à 20% maximum des actions des prochaines sociétés qui vont exploiter les ressources minières algériennes. Vous vous rendez compte? 80 à 100% pour les multinationales étrangères. Mais vous savez comment ça s'appelle, ça? C'est une violation de la souveraineté nationale. Je continue. Mohamed Harqab, pourquoi chaque année il donne des contrats à Total alors qu'on est en crise avec la France? Comment ça se fait? Ça vous choque pas? Ça vous dérange pas? Est-ce que vous savez que Mohamed Harqab, en 2022, en juillet 2022, a signé un contrat avec Total pour lui donner 25 ans de pétrole gratuit. 25 ans de pétrole gratuit. C'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner sur 25 ans de 24 milliards de dollars. Ça vous dérange pas? Non? 24 milliards de dollars, c'est 12 millions de logements pour le peuple algérien. C'est 12 millions de logements pour le peuple algérien. 1 million de logements, ça coûte 2 milliards de dollars. Donc ça vous choque pas, ça? Qu'un ministre de l'énergie, non seulement donne des contrats chaque année depuis qu'il est ministre, à l'entreprise Total, une entreprise condamnée pour corruption en Algérie. Oui, condamnée pour corruption. En 2014, Total Algérie a une amende, en août 2014, de 8 milliards de dinars. Regardez. Énorme, forte amende pour Total Algérie. Regardez bien. Août 2014. 8 milliards de dinars. Donc non seulement cette entreprise a été condamnée pour corruption en Algérie, mais elle a été condamnée pour corruption en France et condamnée pour corruption aux États-Unis où elle a été obligée de payer une amende de 398 millions de dollars. Et c'est l'Algérie qui a été obligée de payer. Oui, parce que Mohamed Harqab a donné, sur 25 ans, 24 milliards de dollars à son ami Patrick Pouyanné, le président de Total. Ça vous dérange pas, ça? Normal, hein? C'est rien. Et vous embêtez la ministre de la Culture, une véritable intellectuelle. Et Mohamed Harqab, chaque année un contrat. Regardez, chaque année un contrat. Et le dernier en date, le 17 juin 2025. Mais bien sûr, ça, pour vous, c'est pas un scandale. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Moi, je suis un conférence comme. Il y a quoi dans votre tête? Hadouli critique les intellectuels. Je vais vous montrer le dernier parce qu'apparemment, vous lisez pas. Là, je m'adresse à ceux qui osent critiquer une véritable intellectuelle. Regardez, 17 juin 2025. Vous arrivez à lire? 17 juin 2025. On est en pleine crise avec Paris, hein? Pleine crise, hein? Vous avez vu? Il y a même des diplomates qui sont en prison en France. Et là, ça vous gêne pas de choc, personne ne réagit, et vous embêtez une intellectuelle. Regardez. Algérie, Total Énergie se voit attribuer un nouveau permis d'exploration. Site officiel de Total Énergie. Site officiel de Total Énergie. Normal, adé. Et pourtant, 2016, 4 juillet 2016, Total réclame des centaines de millions de dédommagements à l'Algérie. 500 millions d'euros. On a été obligé de payer 500 millions d'euros. Et comment on les a payés? Parce que nous, on n'a pas d'argent dans les caisses, vous savez très bien. Vous savez, je me demande où va l'argent du gaz et du pétrole. Donc, comme on n'avait pas d'argent, on a donné 25 ans de pétrole gratuit à Total dans le bassin de Hassi Barkine. 25 ans de pétrole gratuit. Et en 2018, 25 ans de gaz gratuit dans le gisement gazier de TFT. Mais ça, pas de problème. Vous ne dérangez pas le ministre Harqab qui donne des contrats à Total chaque année. Ça, c'est normal. Une entreprise condamnée pour corruption en Algérie, condamnée pour corruption en France et condamnée pour corruption aux États-Unis. Normal. Adé, comme on dit chez nous. Et en plus de ça, il signe un contrat il signe la prolongation d'un contrat
avec la mafia du gaz et du pétrole en Indonésie en juin 2023. Et normal. Vous vous rendez compte, il a signé un contrat. Regardez. Il a prolongé un contrat pendant 35 ans avec cette société indonésienne, Pertamina. Regardez, prolongation de 35 ans dans le gisement de Menzel Lejmet North. Vous vous rendez compte? 35 ans dans un gisement où la Sonatrach a 0%. L'Indonésien Pertamina à 65% et Repsol l'Espagnol à 35%. Repsol à 35%. Et l'Indonésien en 2016 voulait racheter les 35% pour avoir ainsi 100%. Donc l'Algérie n'a rien, 0%. Unique, regardez. Elle devait avoir 100% de ce gisement de MLN, Menzel Lejmet North. On n'a qu'un peu de taxes, un peu d'impôts et un peu de frais pour transporter le pétrole du gisement jusqu'à Skikda et ensuite ça part en Indonésie. Ça vous choque pas? Rien du tout. Hein. Ça, c'est normal. Hein. Mais walou, hein, vous embêtez pour des affaires de couscous ou de karakou ou là, parce qu'elle a une amie marocaine et Hada qui signe des contrats avec des entreprises corrompues. Ça, c'est Adi. Non, vous posez pas la question. Regardez. Le scandale a éclaté en Indonésie. La justice indonésienne a arrêté 18 personnes pour un scandale de corruption de 17 milliards de dollars. 17 milliards de dollars. Et l'Algérie avait renouvelé le contrat en juin 2023. Regardez. Mohamed Arqab, il signe avec la mafia du gaz et du pétrole. Et ça dérange personne. Non, normal, hein. Nous, on a mis 20 ministres et premiers ministres en prison pour corruption, mais on laisse un ministre de l'énergie signer avec la mafia du gaz et du pétrole. Adi. Et les Algériens, non, ça vous dérange pas. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Il y a quoi dans la tête? Il y a quoi? Il y a du vent, il y a quoi? Ils sont les principes, ils sont la déontologie, elle est où l'éthique? Donc normal, hein. On prolonge pendant 35 ans un contrat où l'Algérie a 0%, et en plus, comme par hasard, c'est la mafia du gaz et du pétrole en Indonésie. Aucun article dans la presse algérienne. Aucun article! Comment ça se fait qu'il n'y a aucun article? Aucun homme politique n'en parle. Aucun journaliste n'en parle. Aucun intellectuel n'en parle. Aucun imam n'en parle. Aucun shkoun, qu'est-ce que je veux vous dire? Il y a qui d'autre? Aucun enseignant n'en parle. Personne n'en parle. Il n'y a que Rachid Nekas qui en parle. L'Algérie, c'est ce qu'on appelle la pensée unique. Il n'y a plus personne qui réfléchit en Algérie, c'est fini. Ou alors ils réfléchissent dans leur sommeil, ils ont tous peur de parler en Algérie, tous peur. Pourquoi il n'y a que moi qui en parle? N'ayez pas peur, regardez, c'est dans toute la presse. Vous tapez sur Internet Pertamina, vous mettez corruption et vous allez voir, regardez. L'Indonésie a élargi son enquête pour corruption de 17 milliards de dollars sur Pertamina, impliquant 18 personnes, dont les dirigeants et un négociant pétrolier influent. L'enquête porte sur une grave mauvaise gestion du négoce pétrolier et a entraîné des pertes pour l'État d'environ 17,58 milliards de dollars. Avec ça, on peut acheter, combien on peut acheter 160 000 bus en Algérie. Regarde, lisez, s'il vous plaît. Parce qu'apparemment, vous ne voulez pas lire. Ça, c'est récent, hein, regardez. Ça date de juillet 2025. Ça fait pas longtemps, ça fait 2 mois. Lisez. Et c'est avec cette entreprise, la mafia du gaz et du pétrole, que Mohamed Arqab a prolongé un contrat pendant 35 ans. Et les ministres, hein, normal. Et là, personne ne demande sa démission. Hein. Personne. Hein, personne. Pertamina signe une prolongation de 35 ans pour son bloc pétrolier et gazier algérien. 35 000 barils le jour. 35 000 barils le jour. Ça vous dérange pas, hein? Vous préférez embêter une brillante intellectuelle algérienne. Bravo. Alors, c'est bon, Mohamed Arqab? Ça vous dérange pas? Maintenant, passons à M. Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale et les Affaires africaines. Mais lui, il a cautionné la prolongation de son contrat. Regardez,
il a reçu la ministre des Affaires étrangères indonésienne. Et ils nous ont fait croire que l'Indonésien Pertamina, va investir 900 millions de dollars en Algérie. Mais c'est pas pour l'Algérie, parce que l'Algérie a 0%. L'Indonésie, cette mafia du gaz et du pétrole, investissent en Algérie pour leurs intérêts. Lisez, lisez, c'est dans toute la presse indonésienne. Toute la presse indonésienne. Donc vous vous rendez compte, il est ministre des Affaires étrangères et cautionne un contrat de prolongation d'un contrat pendant 35 ans avec la mafia du gaz et du pétrole, et ça dérange personne en Algérie. Normal, adi. Vous préférez embêter pour une affaire de couscous, de caracou, c'est comme ça qu'on dit caracou, vous savez, caracou, je ne sais plus comment ça se dit là. Yeah, on laisse des personnes, comment ça s'appelle? Caracou, caracou? Vous savez, c'est tellement énorme. Comment ça s'appelle? Couscous, caracou, attendez, faut pas que je dise de bêtises quand même. Moi j'ai pas de problème, vous savez. J'adore les critiques, surtout quand ça vient des zoubeb talbled. Alors caracou, apparemment, moi je connais Qashabia, mais caracou, on va voir. Caracou, je sais pas mégoulou, caracou. Voilà, caracou. Vous savez, maintenant tout est culturel. Vous savez, à l'époque, la culture, c'était l'intelligence, Ibn Rushd, Ibn Sina, Al-Farabi, Khawarizmi, un truc qui élève. Et maintenant, on en est un bout de tissu, un peu de couscous. C'est ça l'Algérie. Comme on n'est pas capable d'envoyer des satellites dans le ciel, qu'on n'est pas capable d'avoir des bombes nucléaires, comme on n'est pas capable d'avoir des prix Nobel de physique, de chimie, de mathématiques, alors on est obligé de s'accrocher à des bouts de tissu, un peu de caracou, un peu de couscous. Alabakoum, tellement on n'a rien, ou plutôt on n'a plus rien, parce qu'on avait des vrais intellectuels. Voilà quoi. Là j'avais du Mouroud Farhoun, Mouroud Farhoun. Voilà, le fils du pauvre. Voilà, ça c'est des intellectuels. كاتب ياسين مولد فرعون مولد معمري ça c'est niveau طالع yeah. Même Albert Camus دار علينا pendant la guerre معليش قال لك je préfère ma mère à la justice, je préfère sa mère, c'est-à-dire France, France هو. Mais واش نقول لكم, c'est d'une tristesse. Bon, revenons à notre vous savez, j'ai mal à notre Algérie. Wallah, quand je vois le niveau qui rabat, je suis triste, je suis vraiment triste, mais tellement triste. Donc revenons à notre ministre des Affaires étrangères qui passe son temps à échouer. Donc vous avez vu, il vient de cautionner un contrat pendant 35 ans. Avec la mafia du gaz et du pétrole. Raya Afr, il est en polémique avec le gouvernement de transition libyen qui a dit qu'il avait porté plainte auprès de la Cour internationale de justice, et lui a dit c'est faux, qu'il a vérifié. Bah dans ce cas-là, il faut qu'il shkibéhum alors. Hein, parce que Afro, niveau bas. En plus, le Mali est arrivé au pouvoir avec un coup d'État. Donc, ils ont utilisé la violence pour arriver au pouvoir. Maintenant, ils veulent utiliser le droit pour critiquer l'Algérie, pour dénoncer l'Algérie. Niveau bas. Vous savez, quand vous voyez que le Mali, qui était en totale décomposition, il n'y avait plus d'État, vous savez, en 2012, il n'y avait plus d'État, qui aujourd'hui se permet de dénoncer l'Algérie et de dire qu'ils ont porté plainte contre l'Algérie à la Cour européenne, à la Cour internationale de justice, c'est-à-dire qu'on est tombé bien bas. Mais pourquoi on est tombé bas? Parce que le Mali, il regarde la diplomatie algérienne, il a bien vu que la diplomatie algérienne sous Ahmed Attaf a été incapable d'adhérer aux BRICS. On a été recalé aux BRICS. C'est un peu comme si on avait passé le bac et le correcteur a dit non, vous n'êtes pas apte à adhérer aux BRICS. Ben oui, avec Ahmed Attaf, 19 ans au chômage. 19 ans au chômage entre 2004 et 2023, il était au chômage, mesquine.
Et tout d'un coup, on lui dit, il faut défendre l'Algérie pour qu'elle entre aux BRICS. Eh ben non, les BRICS ont dit non. Au mois d'août 2023, ils ont dit non, M. Ahmed Attaf, on n'est pas au niveau. Le dossier que vous avez présenté, il faut revoir la copie. Et les BRICS ont dit, nous, on préfère l'Éthiopie. C'est vrai qu'ils avaient la famine en 1984-85, mais eux, ils ont un vrai ministre des Affaires étrangères qui a vraiment déposé un vrai dossier. Et l'Égypte, pareil, ils ont un vrai ministre des Affaires étrangères. Ils ont déposé un vrai dossier, ils ont été admis aux BRICS avec l'Éthiopie. Et l'Algérie avec Ahmed Attaf, c'est un échec total. Échec total, regardez. TSA, même TSA l'a écrit. Adhésion aux BRICS, 6 pays admis, l'Algérie doit encore attendre. Recalé. L'Algérie recalée, regardez. Courrier international, BRICS non retenu, l'Algérie tente de faire bonne mine. Ah bah c'est pas avec Ahmed Attaf qu'on va avoir des victoires. Hein. En plus, Ahmed Attaf, un dossier extrêmement simple. L'extradition d'un ministre corrompu qui se cache en France. Un dossier très simple. 5 fois condamné à 20 ans de prison en Algérie. Extrêmement simple le dossier. En plus, il y a même le président des 36 000 maires de France, David Lisnard, qui était d'accord pour l'extradition d'Abdeslam Bouchouareb. Donc c'est très facile quand vous avez le soutien du président des 36 000 maires de France. Bah, il suffit de mettre de brillants avocats algériens comme Maître Fatima Ben Braham, Maître Zoubida Assoulou, Maître Moustapha Bouchachi, et l'affaire est réglée. Ben même ça, il n'a même pas été capable de réussir un dossier d'extradition. Donc, il n'est pas capable de faire admettre l'Algérie parmi les BRICS, pas capable d'obtenir l'extradition d'un ministre 5 fois condamné pour corruption. Et en plus, on a le soutien du président des 36 000 maires de France, David Lisnard. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de faire appel aux meilleurs avocats algériens que je viens de vous citer, il a fait appel à un stagiaire qui a 5 ans de métier. En plus, c'est un cabinet juif marocain, les 2 meilleurs alliés de l'Algérie. Ça s'appelle du sabotage. Et bien sûr, ça choque personne. Personne n'a demandé la démission de Ahmed Attaf. Non, personne. Non. Il fait appel à un cabinet juif marocain, il prend une stagiaire qui a 5 ans de métier et personne ne demande sa démission. Personne. Non. Ouello. Comme niveau Habat. Niveau Habat. Je continue. Les harragas, 10 000 harragas par an. 10 000 harragas. Il y en a 517 qui meurent dans les plages espagnoles. Regardez, là, c'est un Algérien, là. C'était le 3 septembre, à Almeria. Regardez, ça, c'est un Algérien, Meskin Rabbi Yarhamou, devant la gendarmerie espagnole, la Guardia Civile. Vous croyez que le ministre des Affaires étrangères a un programme pour empêcher le harraga, ou alors pour prendre en charge des harragas qui vont en France, en Espagne, au Portugal, en Italie? Wello! Regardez, il y a une organisation espagnole qui s'appelle Caminando Fronteras, qui a publié un rapport en 2024, suivi droit à la vie, et qui atteste que 517 Algériens sont morts en mer Méditerranée. Regardez, 517 Algériens sont morts en Méditerranée en 2024. 517. Dans l'océan Atlantique, c'est 9757. Donc, c'est des Marocains, des Sénégalais, des Mauritaniens, des Sahraouis. Donc, ils ont fait le calcul, 30 personnes mourraient en mer par jour. 30 par jour. Et sur l'année, ça fait 10 457. Mer Méditerranée et océan Atlantique. Vous croyez qu'Ahmed Attaf parle de ce problème-là, réussit à empêcher le harraga, ou alors prend en charge les harragas? Wello, rien. Il refuse même que des Algériens rentrent en Algérie. Mais vous vous rendez compte? Il refuse que les Algériens rentrent en Algérie? Vous avez entendu ce qu'a décidé la justice américaine concernant un étudiant palestinien qui a la résidence américaine, qui est marié avec une américaine et qui a un enfant né aux États-Unis, donc qui est américain? La justice américaine a décidé de l'expulser. Et devinez où? Devinez où? En Algérie! C'est Mahmoud Khalil. C'est un des leaders des manifestations pro-palestiniennes à l'université Columbia. On va faire quoi? On va refuser l'entrée de Mahmoud Khalil, étudiant palestinien? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, Ahmed Attaf?
Je suis curieux de savoir ce qu'il va faire. Donc la justice américaine a décidé de l'expulsion de Mahmoud Khalil, de l'étudiant palestinien, en Algérie. Et le cas échéant, en Syrie. Voilà ce qui a été dit. Donc qu'est-ce que va faire le ministre des Affaires étrangères algérien? Il va l'accepter ou le refuser? À la belek. Là, je vous donne un... Hop, pardon, excusez-moi, je fais tomber le téléphone. Vous savez, c'est un piège. Il l'accepte. Les Palestiniens vont être contents et les Algériens qui soutiennent la Palestine vont être contents. Mais s'il l'accepte, mais le peuple algérien, dans son complet, va dire, qui va, tu acceptes un étudiant palestinien expulsé d'Amérique et tu refuses des Algériens expulsés de France? Je ne sais pas si à votre âge vous avez encore les neurones pour gérer des problèmes complexes, mais moi je vous donne mon avis. Je vous invite à accepter dès maintenant les 120 OQTF algériens, avec tapis rouge, s'il vous plaît, à Alger, tapis rouge avec des fleurs, avec des dates et du lait. Voilà, des fleurs, des dates et du lait à l'arrivée à Alger. Voilà, et ensuite, vous pourrez accepter l'étudiant palestinien qui va être expulsé en Algérie. Parce que si vous n'acceptez pas les OQTF avant d'accepter l'étudiant palestinien, vous êtes mort politiquement. Je reprends mon fil conducteur. L'Espagne a accusé l'Algérie et le Maroc de refuser des Algériens condamnés à des peines de prison. Il y a un rapport de 1609 pages. Personne demande la démission de Ahmed Attaf? Non, tout va bien? Ok, on continue. Passeport algérien. L'Algérie est classée, le passeport algérien est classé à la 34e place. 34e place, au même niveau que notre voisin adoré, le Mali. 34e place. Regardez, on est sur 55 passeports, on est classé, voilà, 34e. Attendez, hop. Voilà, pardon. L'Algérie, 34e place en Afrique. En Afrique, hein, pas dans le monde. Hein. Dans le monde, on est combien dans le monde? On est combien dans le monde? 81 positions, 81e position. On est à la 81e position. Le plus grand pays d'Afrique, grâce à Ahmed Attaf, on est à la 81e position. Waouh! Donc, on est à égalité avec le Mali, 34e position. Regardez, à égalité avec le Mali. C'est pour ça que le Mali, voilà, il nous cherche le pouls, le Mali. Ben, parce qu'on est au même niveau. Le Mali, il lit la presse. Ah, il dit, bah, puisqu'on est au même niveau que le Mali, bah, moi, je peux faire un communiqué pour dénoncer l'Algérie à la Cour internationale de justice et je fais ça le jour de l'ouverture de la foire intra-africaine du commerce. Ben oui, on est au même niveau que le Mali. Ben, ils auraient tort de s'en priver. Et vous croyez que il y a des gens qui demandent la démission de Ahmed Attaf alors qu'on a notre passeport classé au même niveau que le Mali à 34e place au niveau africain, alors qu'on est premier pays d'Afrique, le plus grand pays d'Afrique. Je continue. Pour le dossier palestinien, vous savez que l'Algérie a toujours défendu la Palestine, toujours. Comment ça se fait qu'à la déclaration de New York sur la reconnaissance de l'État palestinien, comment ça se fait qu'on n'est pas présent? Comment ça se fait que c'est le président français et le futur roi d'Arabie Saoudite qui sont à la manœuvre? Comment ça se fait? Pourquoi l'Algérie est absente? Vous savez pourquoi? Parce que la diplomatie de Ahmed Attaf n'est pas au niveau. On est des remplaçants. Ou pour utiliser un langage footballistique, ou alors on est des réservistes. Voilà, c'est au cas où on nous appelle. Aujourd'hui, la diplomatie algérienne sous le patronage de M. Ahmed Attaf n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau. Donc, incapable de demander l'extradition d'un ancien ministre condamné à 5 reprises à 20 ans de ministre, à 20 ans de prison. Incapable de faire adhérer l'Algérie aux BRICS. Incapable de prendre en charge les haragas à l'étranger. Il y en a 517 qui sont morts en mer Méditerranée en 2024. Incapable d'accepter les Algériens
expulsés par la France. Ils sont considérés comme des apatrides, incapables de se mettre au niveau du Mali qui nous cherche le pouls matin, midi et soir. Et ça, bien sûr, ça ne vous dérange pas. Il mérite d'être ministre d'État, et ministre des Affaires étrangères, ministre de la communauté nationale, ministre des Affaires africaines. Ah oui, j'ai oublié, il est incapable de faire libérer un diplomate algérien qui est en prison en France. Incapable. Alors que c'est... Quand on est ministre de la diplomatie algérienne, ministre des Affaires étrangères, c'est comme un général avec ses soldats. Les diplomates, ce sont les soldats du ministre des Affaires étrangères. Et dans une bataille, on n'abandonne jamais ses soldats. Et ben, Ahmed Attaf a abandonné un diplomate qui est en prison aujourd'hui, depuis le 12 avril 2025. Il l'a abandonné. S'il avait un peu de dignité, il démissionne, il laisse sa place à d'autres beaucoup plus compétents et qui sont capables de gérer des dossiers complexes. Les BRICS, le Sahel, la Palestine, la France, l'Union européenne. Je vous rappelle que l'Union européenne va saisir une cour arbitrale contre l'Algérie, parce que l'Algérie a demandé à réviser l'accord d'association. Que des échecs. Et vous croyez que sur Internet, on demande la démission de Ahmed Attaf? Wallo, il demande ni la démission de Attaf, ni la démission de Mohamed Attaf, mais on vient embêter une brillante intellectuelle, docteur en philosophie, professeur Malika Bendouda. C'est la déflagration. Vous savez ce que ça s'appelle? Ça s'appelle la déflagration. Vous savez, je vais finir avec deux petits livres sur la création des identités nationales. Vous savez, les pays là que vous voyez à l'ONU, là, 193 ou 194, vous savez que c'est tous, je dis bien tous, des créations artificielles. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'État-nation comme on les appelle aujourd'hui. Les États-Unis n'existaient pas, la France n'existait pas, l'Allemagne n'existait pas, etc., etc. Toutes ces créations étatiques reposent sur des identités nationales qui ont émergé entre le XVIe et le XIXe siècle. Voilà. Le XVIe, c'est par rapport à l'Italie, la France, etc. Mais la globalité, on va dire la majorité des États, c'est du XVIIIe, XIXe siècle. Mais on peut dire qu'à partir de la Renaissance au XVIe siècle, il commence à y avoir des identités nationales. Mais le gros de ces États-là, leur naissance, je dis bien la majorité, puisqu'il y en a d'autres, c'est que le XXe siècle. Hein. C'est après la Première Guerre mondiale qu'il y a eu énormément d'États qui ont été créés, notamment avec le traité de Versailles en juin 1919. Donc, tous ces États qui sont en train de se faire la guerre, et notamment Tel Aviv, qui date de 1948 seulement, et qui nous empoisonne la vie et le quotidien, sont des créations artificielles. Je dis bien tous les États, sans exception. Ça, c'est la première chose. Deuxième réflexion, par rapport à l'absence de sens critique dans notre pays. Je ne parle pas du Maroc, c'est kiff-kiff, c'est le même problème. Il y a un livre d'un enseignant qui s'appelle Alain Mouniot, qui s'appelle « Pour une éducation aux politiques en collège et au lycée ». Collège et lycée. Et là, je vais juste vous citer deux phrases, ok? C'est aux éditions L'Harmattan, donc c'est à la page 65 et 66. 65 et 66. Et il y a un chapitre qui s'appelle « Esprit critique » ou « Esprit de critique ». Regardez. Esprit critique ou esprit de critique. Parce que l'esprit critique, ça fait appel à l'intelligence, à la culture, à la logique. Et esprit de critique, ça fait appel à la bêtise. Un peu comme ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Vous avez vu, ils passent leur temps à critiquer. Très, très peu de commentaires avec des arguments. Extrêmement peu. Alors, quelques phrases. Bismillah. Mais il faut distinguer entre esprit critique et contestation. Ils sont même opposés, car l'esprit critique, il est bien formé. Ce n'est pas un esprit de critique et se garde de critiquer bêtement. Et vous avez vu les commentaires qu'il y a sur Facebook, Twitter ou YouTube. Allez, je vais être gentil. Plus de la moitié des doubab électroniques, c'est que des critiques bêtes. C'est pas moi qui le dis, c'est des intellectuels, regardez. Ça s'appelle critiquer bêtement. Je continue.
Plus globalement, il y a bien là un pari, mais c'est le pari même de la démocratie, car l'esprit critique cherche à comment agir pour améliorer les situations, alors que celui qui critique ne cherche pas du tout à améliorer les situations. Je poursuis. En outre, il n'est pas interdit d'estimer que les esprits mieux informés, plus éclairés, capables de réflexion et entraînés à la discussion, situeraient mieux leurs propres divergences et les vrais problèmes. En clair, quelqu'un qui s'informe, quelqu'un qui se cultive, quelqu'un qui prend le temps de réfléchir, avec lui, on peut discuter, on peut, comment dirais-je, mieux présenter les divergences et mieux aborder les problèmes pour trouver des solutions. Mais quelqu'un qui critique bêtement, lui, il n'y a rien à attendre de lui. Et malheureusement, le niveau dégringole dans les réseaux sociaux. Je poursuis. Celui qui critique, au lieu de se disputer de manière sommaire à partir d'opinions mal établies ou de préjugés niais, je reprends la phrase. Il n'est pas interdit d'estimer que des esprits mieux informés, plus éclairés, capables de réflexion et entraînés à la discussion situeraient mieux leurs propres divergences et les vrais problèmes au lieu de se disputer de manière sommaire, c'est-à-dire primaire, à partir d'opinions mal établies ou de préjugés niais, c'est-à-dire imbéciles. Cela ne saurait que relever le niveau des débats et en évitant certaines bassesses, c'est-à-dire en dessous de la ceinture, ou certaines sottises, c'est-à-dire conneries. Ainsi que l'écrit Jaspers, le grand philosophe Jaspers, qui était un ami de Hannah Arendt, pour reprendre le fil de la conversation de tout à l'heure. Donc, ainsi que l'écrit Karl Jaspers à propos de l'instauration de la démocratie, 2 petits points. Le meilleur moyen est d'instruire progressivement le peuple, d'éveiller la volonté pour qu'il acquiert une conscience réfléchie de ses objectifs. L'homme a besoin de se former à la pensée critique, c'est-à-dire réfléchir, analytique, pour devenir indépendant et capable de juger, c'est-à-dire d'apprécier. On en est loin. Et pour finir, or, il faut combattre ce sentiment et convaincre chacun de chercher à acquérir surtout des idées justes ou, tout au moins, à formuler une argumentation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent sur cette chaîne, quand il y a des personnes qui me critiquent, j'ai dit, est-ce que vous avez des arguments? En général, il n'y a pas d'arguments et ça s'arrête là. Vous savez, tant qu'on n'enseignera pas la pensée critique dans les écoles algériennes, on aura un certain nombre de nos concitoyens qui vont passer leur temps à insulter, à critiquer, à contester sans apporter le moindre argument, sans apporter la moindre preuve. C'est pour ça que je passe mon temps à vous apporter des preuves sur tout ce que je dis. Les contrats, les documents. Je ne parle jamais pour blablater. À chaque fois, il y a des preuves. Donc voilà ce que je voulais vous dire au travers de cette longue vidéo. À la question, est-ce que la ministre de la Culture, la professeure Malika Bendouda doit démissionner? Évidemment que non, elle ne doit pas démissionner. Je demande même au Premier ministre de la nommer ministre d'État, ministre de la Culture et des Arts, et je lui dis bon vent pour tout ce qu'elle doit accomplir pour rehausser et consolider le niveau de la culture et des arts en Algérie. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, wallah yarham shuhada.